Bonjour Benoît Cormand, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'interview. Alors vous êtes céréalier en Seine-et-Marne dans le 77. Alors une première question, pour la période 2015-2021, la politique agricole commune était annoncée comme étant plus verte et plus juste. Alors est-ce que vous avez vu un changement depuis la réforme de 2015? Alors, je voudrais déjà axer ma réponse sur un peu d'histoire pour dire que pendant les 30 Glorieuses, en fait, on a demandé, il faut pas avoir la mémoire trop courte, on a demandé un peu aux agriculteurs d'arriver à une sorte d'autosuffisance alimentaire au niveau européen. Et pour ce faire, l'agriculture met tous les moyens par le biais de l'intensification, enfin bref, je vous passe les détails, mais pour arriver à cette autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a tellement bien marché qu'on est arrivé à une relative surproduction dans les années 80-90. Donc il y a eu les quotas laitiers, il y a eu plus tard aussi la suppression de ces quotas. Et un peu le début vraiment de la PAC telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a été la PAC de 92, où a été imposé à l'agriculture et aux agriculteurs le gel des terres. Donc aujourd'hui on parle de gel des terres, mais c'était quand même une petite révolution à cette époque-là, puisque on demandait aux agriculteurs de geler à peu près 15% de leurs terres, de leur surface cultivée, pour éviter de faire de la production agricole, ce qui était quand même à l'encontre même du métier d'agriculteur. Et je pense que ça a été un vrai virage, où on est passé avec le début de la PAC d'une politique de prix, c'est-à-dire que en gros on était payé en livrant notre blé à un prix défini, qui était défini au niveau européen, à une politique de prime où chaque production a été aidée par le biais, on va dire, de subventions, et donc ciblée en fonction, voilà, que ce soit du blé, du maïs, des protéagineux ou des productions animales. Alors après cette première phase, on va dire, voilà, il y a eu des changements sociétaux aussi. Aujourd'hui, on parle de verdissement de la PAC et différentes choses ont été introduites et qui sont devenues aussi des contraintes pour l'agriculture. Alors on peut parler des SIE, des surfaces d'intérêt écologique, des BCAE, des bonnes pratiques agro-environnementales, etc. Ce que je voudrais dire en substance, c'est que malgré tout, l'histoire récente de la PAC, mais même en 30 ans en arrière, on se rend compte que les agriculteurs ont souvent été un petit peu une variable d'ajustement des différentes politiques et des politiques agricoles, et on le voit bien aussi aujourd'hui, des évolutions sociétales. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on dit que la société veut manger différemment, veut avoir la traçabilité, veut tout ça. Et du coup, on dit aux agriculteurs, non, vous n'avez pas compris. En fait, maintenant, il faut faire comme ça, quoi. Donc ça fait 30 ans qu'on vous dit le contraire, mais non, la vérité, maintenant, elle est ailleurs. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais qu'est-ce que la PAC vous apporte aujourd'hui? Alors vous avez énuméré quelques points positifs, notamment au début de la création de cette politique agricole commune, mais quels sont les points à améliorer selon vous? Elle apporte bien sûr beaucoup de choses. Je pense qu'elle apporte une relative stabilité des marchés, même si aujourd'hui les marchés sont mondiaux, et que j'allais dire, la PAC et l'Europe n'est qu'un maillon dans tous les échanges. On le voit bien. Rien que si on parle du secteur céréalier, les grands acteurs ont aussi changé. Maintenant, la Russie devient un acteur majeur. Vous avez toujours les États-Unis, toujours l'Australie. Donc l'Europe est au milieu de tout ça, et je pense que heureusement qu'il y a la PAC pour justement maintenir un certain niveau à l'agriculture européenne. Et puis la PAC permet aussi d'orienter certaines productions par rapport à d'autres, de les aider. Par exemple, en ce moment, voilà, ils veulent relancer les protéagineux, donc par le biais des primes, on peut justement influencer le fait que les agriculteurs s'orientent plus vers telle ou telle production ou culture spécialisée. Donc important aussi effectivement que l'Europe puisse peser face aux grands acteurs mondiaux, et on le voit dans les négociations, rien que au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est important d'avoir quelqu'un de poids et d'avoir un interlocuteur fiable face à justement aux différents acteurs mondiaux. Okay. Et puis je pense que la PAC reste un outil indispensable d'aide aux revenus, par le biais aussi des orientations politiques
et des orientations, surtout des politiques agricoles qui sont choisies. En gros, la vraie question de fond, je pense, c'est où voulons-nous des agriculteurs? Voilà, c'est ça. Et surtout, pourquoi faire? Est-ce qu'on veut des agriculteurs pour entretenir le paysage, pour produire et toujours avoir l'acte de production pour avoir des produits fiables, avoir une traçabilité sur, en gros, savoir ce qu'on mange, savoir d'où ça vient. Donc tout ça, c'est important. Mais bon, je pense que voilà, il y a aussi d'autres aspects qui sont un petit peu l'envers du décor. On peut y revenir si vous voulez. Et quel avenir voyez-vous pour la PAC? Écoutez, en gros, votre question reviendrait à dire où les curseurs en fait peuvent être posés pour réconcilier ou pour en tout cas concilier aussi et la PAC, la PAC avec ses agriculteurs. Mais je pense qu'il y a vraiment des points très importants et on le voit, c'est essentiel dans tous les débats qui agitent le monde agricole. Il faut avant tout éviter des distorsions de concurrence. Et surtout des distorsions de concurrence entre les États membres. L'exemple vraiment du moment qui me vient à l'esprit, c'est, on a beaucoup parlé du glyphosate. Alors, je ne parle pas du glyphosate sur le fond, mais ce que je dis, c'est qu'il y a une décision franco-française qui a été prise à un moment donné de dire, voilà, on va interdire le glyphosate à partir de telle année. Sauf qu'il n'y a pas eu de concertation avec les autres pays européens. Et interdire une molécule comme ça sans avoir de solution de substitution, c'est remettre en cause des systèmes agricoles. Je pense en particulier à l'agriculture de conservation, qui est toute une démarche, qui utilise forcément du glyphosate, mais à des doses qui sont totalement, maîtrisées. Et donc dire d'autorité, on va supprimer ça, c'est déjà... Si tout ça, ça n'est pas fait en bonne concertation avec ses voisins, c'est se mettre déjà dans une infériorité technique et économique par rapport aux autres. On a connu la même chose avec les néonicotinoïdes, donc un traitement de semences pour les betteraves, où l'année dernière, ce traitement a été supprimé. Morale de l'histoire, on a eu une récolte de betteraves qui a été totalement catastrophique, jusqu'à mettre en péril toute une filière, la filière betteravière. Donc depuis, il y a eu un rétro-pédalage, effectivement, par rapport aux autorités françaises pour sauver la filière et remettre ça pour 3 ans. Mais vous voyez, ça c'est vraiment typiquement le problème. Si on veut réconcilier et faire que la PAC fonctionne bien, qu'elle soit bien acceptée aussi par les producteurs, il faut que les agriculteurs aient l'impression d'être traités d'égal à égal avec tous leurs collègues européens. Et j'ai un petit peu peur... Et quand on voit un petit peu, si vous voulez, ce qui se trame pour la future PAC, que justement, ça n'emprunte pas tout à fait le chemin. Parce que je vois de ci, de là, au travers d'articles, qu'ils veulent plutôt renationaliser certaines aides. Donc, en gros, que des États puissent décider d'aider ponctuellement leurs agriculteurs pour telle ou telle chose. Alors que jusque-là, c'était des discussions qui pouvaient être... discutable, mais qui était d'autorité européenne. Donc ça pose, à mon avis, ça pose problème. Ouais. Après, dans les autres choses qu'on peut aussi reprocher, c'est que malgré tout, je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'on a une administration, une paperasserie qui est toujours plus importante, où on nous demande de rubis sur l'ongle, de prouver tout ce qu'on fait, ce qui est bien, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je me pose aussi la question par rapport à tous les produits qui sont importés, j'allais dire, en dehors d'Europe. Est-ce que le blé qui vient d'Ukraine ou est-ce que le poulet qui vient d'Amérique du Sud peut avoir la même traçabilité que ce qu'on demande aux producteurs européens? Je ne le crois pas. Et ça pose un peu problème. Voilà. Donc il faut absolument que l'accent soit mis là-dessus et qu'on cesse un peu cette sorte d'hypocrisie qui consiste parfois à laver plus blanc que blanc, et à demander aux producteurs de laver plus blanc que blanc, tout en sachant que d'autres produits importés, on va être capable de fermer les yeux sur ce qui se passe. Je suis désolé, la traçabilité, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe, elle doit être pour tout le monde. Et ça, c'est absolument important. Donc, si je devais finir sur une note positive, je pense que
la PAC est là, il faut à tout prix la défendre, mais la PAC doit aussi défendre tous les agriculteurs et surtout toutes les agricultures. Et ne surtout pas opposer les systèmes les uns par rapport aux autres. C'est parfois des débats qu'on entend sur les réseaux sociaux, dans des émissions de télé, où vous avez parfois des gens qui se disent pseudo-spécialistes de l'agriculture et qui prétendent avoir découvert que tel système va être meilleur que l'autre et qu'il faut du coup supprimer tout ce qui se faisait avant. Ça peut être le débat entre le bio et le conventionnel. Voilà, ça c'est, je trouve, des débats qui ne devraient pas avoir lieu. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où il y a une réflexion économique, une rentabilité économique. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si un producteur bio a, des clients, gagne sa vie, tout le monde est content. Mais arrêtons de dire que le bio va tout faire et va pouvoir sauver toute l'agriculture européenne. Si l'agriculture européenne a cette place-là aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi une force sur les marchés mondiaux, c'est une force pour l'exportation. Donc, il faut sauvegarder ce qui existe et pas uniquement se transposer dans des systèmes qui sont peut-être bien, mais en tout cas, gardons ce qui marche et soutenons les initiatives. Ça serait un petit peu cette démarche-là, je trouve, qui serait intéressante de développer. Oui. J'aimerais juste revenir sur un dernier point, et ce sera ma dernière question. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la PAC était appliquée de la même façon à tous les États membres. Avec la nouvelle réforme qui arrive, chaque État aura davantage de liberté. Vous êtes plutôt réticent à cette réforme? Je trouve pas que ce soit aller dans le bon sens. Alors, c'est bien que chaque État, effectivement, puisse imprimer sa marque. Mais, vous voyez, on parlait un petit peu du dossier des produits phytosanitaires, mais on pourrait parler aussi du coût de la main-d'œuvre. Il y a eu tout un débat ces dernières années entre le coût de la main-d'œuvre. Par exemple, on savait qu'en Allemagne, beaucoup de main-d'œuvre des pays plus à l'Est arrivait, donc de la main-d'œuvre à bas coût. Bon, ben voilà, typiquement, vous prenez une production, par exemple, type maraîchère ou arboricole, vous savez que l'impact du coût de la main-d'œuvre est très important. Donc, à partir du moment où tel pays peut avoir de la main-d'œuvre dont le coût est peut-être 2 fois moins important, c'est tout de suite sur les marchés une distorsion de concurrence. On pourrait parler de la même chose sur certains produits phytosanitaires, qui sont encore autorisés. Je pense par exemple, il y a eu pas mal de débats sur des produits autorisés en Espagne qui ne l'étaient plus en France. Là encore une fois, alors moi je n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr que chaque État a envie de maintenir ses agriculteurs, mais comment on va se faire du coup? Vous voyez, comment concilier tout ça? Est-ce que chaque État va se tenir informé de son voisin en disant moi je vais peut-être aider mes producteurs de montagne ou en zone défavorisée, et puis peut-être que vous le ferez pas. Donc ça me paraît compliqué. Donc j'attends un petit peu de voir les tenants et les aboutissants, de quelle façon tout ça pourra s'articuler. Mais je dis quand même là, attention, il y a un petit peu de danger, quoi.